Je me suis dit, mets une chemise aujourd'hui, parce que c'est ton dernier jour. Oui, merci. C'est une charmante intention. Mais mettez-en une demain aussi, d'accord? Parce que demain, ce sera votre premier jour. Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui on va aller fouiner du côté de chez Mickey avec la série événement du moment qui vient puiser dans un registre ciné, encore une fois, et je veux bien sûr parler de Willow, la toute nouvelle série de Lucasfilm qui fait suite au film de 1988. Alors pourquoi je disais qu'il puise encore dans un registre ciné? Tout simplement parce que Disney l'avait déjà fait, et cette année en plus, avec Obi-Wan Kenobi, vu qu'il prenait un personnage iconique du grand écran pour le transposer à la télé. Non, je vais même corriger parce que là je viens de dire un peu une connerie, c'est pas un mais deux personnages, vu que ça transposait, et ridiculement d'ailleurs, sur petit écran l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, à savoir Dark Vador. Donc cette fois c'est Willow qui passe à la casserole. Alors oui, ça n'a pas l'aura de Star Wars, évidemment, mais Willow, je parle du film de 88, donc ce film d'heroic fantasy à budget pas ouf non plus, qui malgré tout est devenu avec le temps un classique du genre, donc un des meilleurs films de Ron Howard en plus, et doté d'une des compositions musicales de feu James Horner les plus mémorables. Et oui, c'est un film que j'affectionne particulièrement, que je connais par cœur, ceci étant, quand t'as pour rituel de le regarder tous les ans dans la période de Noël depuis presque 20 piges, c'est difficile d'aller dire le contraire. Et si le film se suffisait à lui-même, au point qu'on n'a jamais vraiment trop entendu de demande d'en faire une suite, j'ai jamais vraiment été personnellement fermé à cette idée qu'on décide de relancer l'aventure du célèbre Halloween, sauf que quand c'est Disney, et plus particulièrement Disney+, qui s'attelle à la tâche de dépoussiérer les franchises cultes pour s'octroyer un nouveau programme à succès, j'ai très vite peur. Et quand j'ai vu la tendance des trailers qui me donnait finalement le sentiment que de Willow, il ne restait que le nom, tellement on le mettait si peu en avant au profit d'un groupe de jeunes, je peux pas dire que ça me faisait sauter au plafond, quoi. Mais bref, et puis bon, en matière d'heroic fantasy, de toute façon, on a déjà eu les Anneaux de pouvoir qui ont d'ailleurs fait l'objet de nombreuses vidéos spoilers de la part de l'écran fou, que je vous conseille éventuellement d'aller regarder. J'estime que de toute façon c'est difficile de faire pire comme programme. Mais... ouais, autant le dire tout de suite, il y a de fortes chances que Willow soit quand même ma nouvelle série vouée à faire l'objet d'un traitement 100% spoiler de l'écran fou. On en discute tout de suite. Alors faut savoir que la série a écopé quand même d'un budget assez confortable pour lui permettre de profiter de décors non numériques et ne pas se cantonner au système Stagecraft, donc vous savez avec ces pièces cylindriques entourées de panneaux LED dans lesquels on fait jouer les personnages, et bénéficie au scénario des services de Jonathan Kasdan. Non, ça c'est Lawrence Kasdan, le mec derrière ça. Ici je parle de Jonathan, son fils, à qui on doit ça. C'est bon, ça vous envoie du dream? Ouais, je cache pas, on a vu mieux. Et donc Willow se passe une vingtaine d'années après Willow. Ouais, je sais, ça fait bizarre de dire ça comme ça. Et Sorcha, qui est devenue reine, et puis qui a également pris quelques piges dans la tronche, a donc instauré la paix et l'harmonie dans le royaume de Tiraslin après la victoire contre la méchante reine Bavmorda, qui était en l'occurrence sa mère. Donc un royaume devenu verdoyant et enjoué grâce au pouvoir de l'amour, tandis que Willow est retournée dans son fief de Nelwyn, pardon. On y apprend alors dans un mini-résumé qu'à la suite de la victoire, Willow s'est mis à avoir des visions horribles où une entité maléfique ancienne reviendrait d'outre-tombe pour semer le chaos à la manière d'un Palpatine dans l'épisode 9 de Star Wars. Mais non, vous inquiétez pas, il ne s'agit sûrement pas de la reine Bavmorda puisqu'ils ne l'ont pas dit. On est d'accord ? Et donc pour s'assurer de protéger le royaume, et aussi la jeune Elora, on a fait en sorte de dissimuler à la jeune gamine et au monde entier son identité pendant presque une vingtaine d'années. Et c'est là que commence la série, qui commence donc sur une colline près de Tiraslin où s'entraînent deux jeunes filles à l'épée, dont la fille de Sorcha justement, donc une jeune rebelle qui revendique une certaine liberté aux bons airs de féminisme à peine forcé. Du coup on l'appellera Marlène Schiappa, mais rapidement les deux demoiselles sont hâtées de retourner au château en raison de la venue du roi du patelin voisin. Un autre chevalier de la garde est également dépêché pour aller trouver le frère jumeau de Marlène, qui est en fait une sorte de jeune dandy à la réputation de queutard qui porte des chemises à fleurs en soie. Donc le mec, on croirait qu'il part en boîte à Monaco, c'est génial. Et qui était justement en train de s'ébrouer dans les hautes herbes avec sa nouvelle victime, l'apprentie boulangère du château, en lui vendant du rêve. Lors de la soirée faite en l'honneur des hôtes, Marlène découvre donc qu'elle est prévue d'être collée à un mariage forcé avec le rejeton du roi voisin, donc un jeune Pakistanais qui semble au moins autant ravi que Marlène de cette future union forcée, sauf que si lui ne dit rien et accepte que ce soit pour le bien de tout le royaume, Marlène, elle, dans son tempérament pro-féministe, décide de l'humilier en le provoquant en duel, parce que tu comprends, moi, on me dit pas ce que je dois faire. Mais meuf, vas-y, t'as raison, prends-toi-en à celui qui subit cette décision autant que toi devant tout le monde, plutôt que de régler le truc en intime avec maman.
Oula, prends garde Galadriel des anneaux de pouvoir, la concurrence s'annonce rude. Donc voilà, réaction de merde. Du coup, la merdeuse se fait remonter les bretelles par moment pour un tel déshonneur à l'égard de tous. Mais en fait, on découvre vite qu'au-delà du fait que Marlène crache sur les rites patriarcaux, parce que effectivement l'idéologie wokiste, c'est la priorité de Disney désormais plutôt que de livrer des bons contenus. Et je précise, j'ai rien contre l'idéologie tant qu'elle n'est pas forcée au point du contre-productif. L'égalité pour tous, mais faites-le proprement. Eh bien, notre jeune merdeuse, en vérité, est une manche cramouille avec son ami, afin d'honorer justement les quotas. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, on a fait en sorte que Marlène ait donc la rage contre son père Mad Martigan, qui se serait, au final, fait la malle en les abandonnant. Voilà, merci, comment détruire un héros de notre jeunesse selon Disney. Non, et puis bon, faut dire que vu l'état de santé de Val Kilmer, fallait bien trouver une parade, donc effectivement ici en le salissant, mais bon, étant donné que Disney a annoncé que les fans seraient contents avec une très grosse surprise, on se doute pas du tout d'un petit caméo, histoire que Val vienne cachetonner quand même, un petit peu comme l'avait d'ailleurs fait Liam Neeson dans Obi-Wan Kenobi alors qu'il avait soi-disant insinué le contraire. Bref, une fois les tensions apaisées au sein de la soirée à la nuit tombée et alors que Dylan fait le pan devant sa petite boulangère amoureuse, 4 créatures surgissent du chaos et semblent bien décidées à venir faire un tour au château. Donc un magicien avec une gueule en pâte à modeler qui sera en train de fondre, un être qui se transforme en oiseau, un mec avec des fouets et une tronche de bout de bois qu'on a sculpté, et une sorte de Hulk dont on a foutu la tête dans une cage, ce qui est particulièrement con, mais bon, paraît que ça fait encore plus méchant. Bref, pour envahir le village, il décide d'user de magie noire pour diffuser un épais brouillard et d'attaquer à la recherche de quelqu'un en particulier. Mais comme Marlène était dehors avec sa copine à ce moment-là, elle découvre la supercherie et compte en découdre avec l'ennemi. Dès lors, tout le monde se motive à défendre le château. Alors quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les 2 gamines, Dylan qui empoigne son épée pour jongler avec, comme le faisait autrefois Mad Martigan, son daron, parce que tu comprends, on essaie d'appâter les jeunes en les éduquant à l'idéologie via cette série, mais il faut quand même un minimum honorer les vioques fans du film, donc on va leur coller tous les clichés possibles. Et donc ça se bagarre contre 4 créatures puissantes et mystiques, comme lui par exemple, qui a la capacité de se téléporter pour revenir à la même position. Ah si, tenez, regardez. Tiens, et là. Attention, vous êtes prêts pour un dernier ? Ça va aller très vite, hein. Ah non, mais c'est super original. Moi, je serais son adversaire. D'ailleurs, je planterais mon schlass juste à sa position en attendant qu'il réapparaisse et paf, dans ta carcasse, l'affreux. Bon, alors évidemment, l'ennemi est accompagné aussi d'une bonne dizaine de ces fameux chiens rats géants que l'on avait justement dans le film de 88, histoire effectivement de bien nous caresser encore dans le sens du poil, même si finalement ces bestioles ne vont servir strictement à rien. Et puis évidemment, durant la bataille, on essaye à plusieurs reprises d'attaquer le fameux Hulk avec sa tête de cage en tapant justement dans sa cage. Ah ouais, non mais... Vraiment, c'est très très con. Hein. Et alors, des combats avec un cadrage dégueulasse découpé à la tronçonneuse, entre 4 monstres face à une reine de 55 piges, 2 morveuses et un métrosexuel, et accessoirement le chef de la garde. Oui, parce que tout le reste de l'armée de Tirassine était parti au bistrot du coin qui organisait justement une soirée karaoké spéciale années 80, donc merde quoi, foutez-leur la paix à ces soldats. Hein. Du coup, on s'attribue en urgence l'aide d'un prisonnier qui semble très familier avec la reine Sorcha, mais un prisonnier qui est de toute évidence gentil puisqu'il n'est pas caucasien. Ah non, mais étant donné que Disney n'a plus du tout l'intention de faire dans la finesse pour imposer du progressisme, je vais pas moi-même prendre des gants non plus. Hein. Et je le répète, je n'ai rien contre ces ethnies. Moi, au contraire, je suis très content qu'on les mette. Mais vous allez voir qu'il y a zéro finesse, très franchement. Donc la bataille est rude et finie avec le chef de la garde, que nous appellerons Jean-Mimi, qui se fait donc blesser par le sorcier téléporteur, et Dylan qui a fini kidnappé. Du coup, le lendemain, on décide de rassembler tout le monde dans la salle du trône, c'est-à-dire à peu près 15 Pékins. Ah oui, niveau population, ils ont mis le paquet, hein. En vue d'établir un plan pour sauver Dylan, du coup, Marlène décide d'y aller accompagnée de sa copine. Le roi demande donc à son jeune fils, le prince, d'aller leur prêter main forte, même s'il semble pas spécialement heureux. Et ça, pour 2 raisons que je comprends largement, à savoir, primo, risquer sa vie pour un branleur, et deuxio, accompagner une gonzesse insupportable. Comme le chef de la garde est blessé, mais qu'il veut surtout pas dire que c'était bien un sortilège dont on pourrait s'inquiéter des séquelles, hein, parce que le scénario en a besoin, merci, c'est son collègue qui décide de les accompagner, et le prisonnier, qu'on appellera Cugnet Tarkin pour son côté indien, et qui accepte aussi de les aider en l'échange de la grâce de la reine. Sorcha évoque le fait que cette situation avait été prédite par Willow autrefois, et qu'il leur faudra donc le retrouver. Tout en mettant néanmoins en garde sa fille Marlène que le sang de Bave Morda coule dans ses veines et celle de son frère, il est donc important qu'elle fasse très attention.
Mais non, je vous dis aucune raison que la menace soit le retour de Bavmorda. Ça se met en route en papotant à cheval. Bon, alors on passera outre les dialogues qui font pas du tout Heroic Fantasy pour un sou. Ça jacte comme nous autres en 2022. Ah non, mais même ça, c'est d'une indigence. Jusqu'au moment où il découvre que la boulangère a décidé de les suivre parce que tu comprends... Sauf que Marlène Schiappa, qui fait honneur à son patronyme, a encore besoin de se faire remarquer de manière spectaculairement insupportable, de façon régulière, et fait savoir désagréablement qu'elle veut pas d'elle. Au final, on calme les ardeurs et on se fait un petit camp pour la nuit avant la prochaine crise de Marlène. Ah bah ça tombe bien parce que justement c'est maintenant. Bref, Cugnet Tarkin, qui aurait pu très bien se faire la malle très loin maintenant qu'il est libre plutôt que de devoir risquer sa vie avec des jeunes guignols bons à tarte et à la chaîne, décide de calmer cette bande d'ados, parce qu'au final c'est exactement ça, hein. Ça s'appelle Willow, mais en vrai c'est une putain de teenage série avec des gamins qui se collent des caprices. Le lendemain, on reprend la route alors qu'on demande à la boulangère de retourner à Tiraslin. Le groupe arrive à un portail. Ah oui, parce que je vous avais pas dit, mais en gros, on a créé via la magie une barrière autour du royaume pour le protéger, ainsi que Elora, suite aux visions de Willow. Manque de bol, le portail, censé permettre ou non son accès, semble avoir été préalablement attaqué par une force mystérieuse. De son côté, comme elle était tue, que rien n'est trop beau pour les yeux de son Dilanouné, la boulangère avait décidé de quand même suivre le cortège par un autre chemin. Manque de bol, elle fait face à la barrière magique qui au final est de la grosse merde en barre, puisque notre jeune artisane arrive à la traverser. Elle finit par retrouver l'équipe qui a guère le choix d'abdiquer face à son entêtement. Sauf que dans la foulée, on se fait attaquer par des vilains pas beaux. Du coup, on se met à fuir. Manque de bol, il y a devant eux une falaise de bien 20 mètres de haut. Eh bien, ils décident de sauter quand même avec leurs chevaux. Oui, 20 mètres. Bref, ça démotive les méchants d'en faire autant, ce qui en même temps est un petit peu logique dans le sens où il y a peu de chances que l'atterrissage finisse bien, hein, surtout à cheval. Mais non, grâce à la magie des scénarios de merde et de la facilité, tout le monde est pumped up et reprend la route. Bon, accessoirement, il y en a quand même un qui se fait buter, je vous laisse deviner lequel, sachant qu'il y a quasiment que des femmes, des gens d'ethnie et un caucasien qu'on a à peine entendu parler ni vu. Ah non mais je vous ai dit, hein, zéro finesse. Hein. Là, ils arrivent au village des Nelwyn, où ils sont accueillis par Willow, stupéfait à l'idée de reconnaître grâce à ses dons Elora en la personne de la boulangère. Et oui, c'est donc elle, l'impératrice cachée du royaume, ce qui a vite fait de surprendre la concernée, qui évidemment l'ignorait autant que les autres. Et générique de fin du premier épisode avec une musique d'un épique. Ah non mais vous vous rappelez de ça ? Voilà, et ben là, on te colle à la place un truc dans l'esprit d'Avril Lavigne façon rock. Et là, toi, en tant que fan, t'as qu'une envie, c'est de pleurer en te caressant la joue avec une mandoline de cuisine, quoi. Et donc, le second opus, va-t-il nous vendre autant de rêves ? Eh bien, ça commence déjà avec un flashback où Willow était revenu à Tiraslin pour évoquer ses visions et afin de proposer à Sorcha de former Elora à la magie afin d'anticiper le retour de cette fameuse menace. Sauf que Sorcha, elle n'est pas trop d'accord parce que, parce que... Et du coup, la meilleure solution qu'elle a trouvée, c'est de dire des trucs sympas à son ami Nelwyn du genre... Ah non, mais j'exagère à peine. Hein. Mais non, c'est vrai, après tout, dans le film, on n'a jamais vu Willow, par exemple, user de la magie pour rendre forme humaine à Raziel, hein, n'est-ce pas ? Et puis pourquoi prétendre vouloir former une gamine à la sorcellerie si on n'en a aucune aptitude ? D'ailleurs, moi-même, je propose des séances d'apprentissage de chute libre, même si j'en ai jamais fait de ma vie, donc avis aux amateurs. Bref, tout ça n'a aucun putain de sens. Du coup, Willow se barre un peu vexé. Accessoirement, Sorcha avait expliqué que Madmartigan était parti à la recherche d'une cuirasse légendaire qui confère des pouvoirs, mais un Madmartigan qu'elle soupçonne de ne pas avoir survécu, vu que elle a plus de news de lui. Ok, donc si je récapépète, pour Marlène Schiappa, Madmartigan est un enfoiré qui s'est fait la malle en abandonnant sa famille, alors qu'en vrai, il est peut-être juste mort dans une putain de quête pour sauver le royaume d'une éventuelle menace. C'est ça ? C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Elle est où la putain de cohérence à faire en sorte de le faire passer pour un connard aux yeux de sa propre fille, sérieux ? Ah oui, chercher à faire du rebondissement pour certains personnages. Mais revenons à la bonne époque où Willow invite donc la bande d'aventuriers à le suivre dans son village devenu souterrain parce que ça coûte moins cher que de construire un village en extérieur, tu comprends, après tout c'est pas comme si les épisodes avoisinaient les 10 millions de dollars de budget alors que pour le moment on nous a filmé un château, des plaines et des forêts.
Du coup, Willow présente Elora à sa fille Mims, donc qu'il avait autrefois trouvé au bord de l'eau au début du film de 88 avec son frère, un frère qui d'ailleurs n'existe plus, et la femme de Willow non plus d'ailleurs, puisque parce que tu comprends, il n'y a pas assez de nains sur Terre pour pouvoir gonfler suffisamment le casting. Donc voilà, ces personnages ont disparu de l'histoire, merci. Et donc tout le village, à savoir 20 Pékins, est rassemblé pour un discours de Willow devenu le chef et le grand Alduin du village, donc le fameux sorcier. Et comme on n'en a rien à foutre chez Mickey de respecter les fans de départ en proposant quelque chose de vraiment authentique, on se contente juste, encore une fois, d'aligner les clichés pour tenter de nous satisfaire. Alors on assiste effectivement à une redite de la consultation des ossements sacrés, et puis aussi à la fameuse question du doigt qui a le pouvoir de dominer le monde, le tout en tournant ça à l'humour. Oh, qu'est-ce qu'on rigole, et en plus, mais vraiment du copier trait pour trait. Pendant ce temps, qui est autant perdu pour nous que pour les aventuriers, c'est Marlène Schiappa qui commence un petit peu à taper du pied tellement fort à l'idée que son frère poire davantage chez l'ennemi qu'elle est en train de faire trembler toute la caverne. Mais du côté de Tirasline, c'est la patronne de la boulangère, et donc d'Elora, qui annonce à Sorcha sa disparition, ce qui met évidemment la reine dans l'embarras, au point de demander à Jean-Mimi d'aller la retrouver. Donc vous savez, Jean-Mimi, ce mec qui a été atteint d'un sortilège, mais que tout le monde a décidé de s'en branler. On revient donc rapidement chez les Nelwyn où on a décidé de faire la fête, ce qui fait que Marlène est en sueur à l'idée que pendant ce temps son frangin se fait torturer via une chèvre qui lui lèche entre les orteils, tandis que Willow explique à Elora qu'il va devoir la former à la magie et que ça risque de durer un moment afin de pouvoir sauver justement le royaume. Mais elle, tout ce qu'elle veut, c'est sauver son Dylanouné et qu'elle n'a pas besoin de magie pour ça, juste le pouvoir de l'amour et d'une armée de bisounours qui se font des papouilles de partout, ça suffit amplement. Bref, ça se fâche, du coup Elora s'esquive pour aller faire du boudin, tandis que Marlène propose à son groupe de se barrer pour aller sauver son frangin, parce que tu comprends, il y en a marre. Et puis tant pis, on n'a pas besoin d'Elora avec nous. Willow s'inquiète rapido de l'absence de la blondinette. Du coup Willow est lui aussi obligée de recadrer Marlène Schiappa à son tour en lui rappelant qu'être une connasse condescendante ne rend pas service à sa cause. Et le vieux Nelwyn de retrouver finalement sa protégée en ayant fouiné un petit peu aux alentours. Et Elora de lui proposer un deal, à savoir d'aller chercher son Dylan tout en apprenant la magie sur la route. Parce que tu comprends, sauver un branleur, c'est quand même bien plus important que le sort de tout le royaume entre ses paluches. De son côté, Jean-Mimi et sa bande sont sur les traces d'Elora à la demande de Sorcha, quand le sortilège de Jean-Mimi le transforme soudainement en méchant sbire des vilains pavots du premier épisode. En même temps, c'est un caucasien, il n'allait pas rester gentil, Allez hop, voilà, j'ai remis une petite pièce dans la machine, et se met à infecter tous ses potes de son maléfice. De leur côté, nos héros en carton ont repris la route. Cugnette Tarkin explique à Marlène qu'en vrai, il n'est pas méchant et qu'il était l'écuyer de Mad Martigan autrefois. Elora se met à dégueuler sur Willow pour faire encore une fois un clin d'œil au premier film. Merci. Ah non, mais j'ai hâte qu'on nous colle des trolls en forme de chimpanzé géant, un dragon à deux têtes et la passe du cochon disparu. Bref, le soir tombé, on établit le camp et Elora s'exerce à la magie sur un sort basique où on nous fait la blague sur le fait qu'elle n'arrive pas à prononcer correctement la formule. Donc on fait durer ça pendant à peu près 5 minutes. Oh là là, c'est trop drôle. Le tout sous les yeux révulsés de tous leurs camarades d'aventure, et les nôtres évidemment. Plus tard, Willow se met à rêver d'une fois où il avait revu Elora, quand elle avait à peu près 5 piges, en lui proposant de venir avec elle dans un esprit qui sent à peine le Michel Fourniret, s'il te plaît. Mais comme ça, guère plus à la gamine qui s'était justement barrée pour le rapporter à Sorcha, et ça finit avec une tension entre Sorcha et Willow qui ont décidé de se faire du boudin pour toujours. Sympa le rêve. Le lendemain, Marlène Schiappa persiste dans son état d'esprit de connasse ultime et semble visiblement progresser beaucoup plus rapidement en la matière que Elora avec la magie. Du coup, elle se brouille avec sa copine, parce que en même temps, il fallait bien qu'elle se brouille avec quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, le prince semble beaucoup apprécier Elora. Donc vous la sentez venir, la romance complexe là ? Bref, il tente de la motiver là où justement cette dernière ne semble pas croire en son propre potentiel. Et visiblement, Willow en est aussi inquiet puisqu'il estime que son pouvoir n'ayant jamais été entraîné à progresser avec les années, a sûrement fini par disparaître. Et ce que l'on apprend, qu'il raconte justement à son ami de toujours, qui d'ailleurs a accompagné le cortège, c'est qu'en vérité, dans sa vision, il voyait la gamine morte sur le champ de bataille. Le lendemain, Elora sent un élan de motivation et tente, il y a le sort que Willow lui a appris, de faire pousser des graines en accéléré, quand hélas, c'est Jean-Mimi qui avait retrouvé sa trace, et décide de la kidnapper, alors qu'effectivement, derrière, on découvre qu'une plante se met à pousser à croissance rapide. Et fin d'épisode, toujours évidemment, sur une musique absolument dégueulasse au possible, merci.
Voilà donc ce que Disney a décidé de nous pondre, donc une teenage série avec des mômes cons comme la lune pour plaire justement à un jeune public qu'on tente d'endoctriner à un progressisme nauséabond bien forcé. Mais voilà, j'en ferai très prochainement un live pour vous faire un petit état de la situation critique de Disney en raison notamment de ça. Et attention, on n'ira pas dans de la spéculation, on va puiser vraiment sur de vraies sources pour bien montrer à quel point ils en sont rendus à une certaine toxicité qui empiète sur l'art à des fins idéologiques, voire même carrément politiques. Mais bref, pour ce qui est de Willow, oui, eh bien, effectivement, il en subit visiblement les frais lui aussi, rien que sur ces 2 premiers épisodes, tandis que les vieux amateurs du film original devront se rassasier de quelques miettes qu'on a voulu repomper du film de Ron Howard avec la même ferveur de nous endormir par la nostalgie que l'a fait d'ailleurs le dernier Spider-Man. Mais à la limite, on s'en fout. Ne nous remettez pas des trucs que l'on est capable de voir justement dans l'épisode original. Le tout dans un écrin qui n'est même pas spécialement beau et une musique de James Newton Howard qui ne semble visiblement pas avoir été très inspirée par l'image pour en livrer une composition à minima correcte. Mais on ne doute pas que la suite sera d'une qualité incroyable. On va donc suivre ça de très près avec, je pense, une review de chaque épisode en mode spoiler de l'écran fou. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de la série Mercredi. Il fallait trouver Les Visiteurs, sorti en 1993 et réalisé par Jean-Marie Poiré. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo, mais pensez également à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, toujours sur le nom de l'écran fou. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye!